Salut à tous. Avant de lancer l'épisode, je voulais juste vous avertir que malheureusement, j'ai eu quelques petits soucis lors de l'enregistrement, de qualité pas optimale, de petits bruits de fond. J'ai fait mon maximum pour essayer de nettoyer les pistes. J'espère que ça va pas vous déranger. Et si jamais, accrochez-vous parce que c'est un épisode qui, à mon sens, est extrêmement intéressant. Allez, à bientôt. Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alex du podcast Sirotons le houblon. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Matt et de Cathy. Katie, Katie. à l'américaine. Et bonjour à tous les deux. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup de nous recevoir. Hello. C'est plutôt vous qui me recevez puisqu'on est dans votre brasserie. Et avant de démarrer, j'ai une première question, c'est comment on prononce le nom de la brasserie? À la française, à l'américaine? On peut le faire un peu des deux. Souvent, quand je parle à des gens qui sont pas trop anglophones, on dit artisanal brewing. Ouais. Mais c'est vrai que le nom tel qu'on l'avait imaginé, c'était plus artisanal brewing. Ok. Mais voilà, Oui, on reste flexible. le nom est un jeu de mots, on va dire, Tout à fait. avec en effet le terme artisanal, mais écrit du coup en anglais en 4 mots, artisanal. Voilà, pour refléter non seulement le côté artistique qu'il peut y avoir dans la bière, mais aussi parce qu'on trouve que c'est quelque chose qui nous correspond à 100% avec Katie. Moi plus le côté ale, et Katie plus le côté art, puisque c'est une artiste. Et donc, il y avait vraiment un triple sens pour nous, entre le mot artisanal que les gens comprennent, mais aussi le jeu de mots, le clin d'œil entre l'art et la bière. Et donc du coup, avant de parler, on va dire, plus largement de la brasserie et ainsi de suite, je voulais juste vous demander comment vous est venu l'amour de la bière craft. Pour moi, j'étais une serveuse dans une bar à bière aux États-Unis quand j'étais à l'université. En fait, quand j'étais là, j'ai pas réalisé exactement ce que j'avais en termes d'opportunités parce que c'était deux mecs qui a une bar avec beaucoup de bières qui viennent de partout dans le monde, des bières vraiment classiques comme Boddington's, Guinness, Delirium Tremens, et ça n'existe pas trop aux États-Unis partout. Et avec tous les bières qui sont taillées exactement pour leur style, c'était exceptionnel. Et alors pour moi, ça a commencé là. Et moi, en fait, c'est pendant mes premières années de BTS, il fallait monter des dossiers qu'il fallait après présenter. Et un des 3 dossiers que j'ai présentés, c'était le marché de la bière en France. Et un des éléments qui se présentait déjà sur le dossier, c'était le mouvement craft qui était aux États-Unis. Et bon, c'était 2003 à ce moment-là. Il y avait peu ou vraiment rien du tout sur le radar français, mais il y avait quand même une conclusion qui disait est-ce que ça va arriver, est-ce que ça peut arriver, alors que c'était déjà très dominant aux US. 2005, j'arrive aux États-Unis où je rencontre Katie à ce moment-là, et la craft était tout autour. Et là, je me suis dit, waouh, quel contraste en fait entre les deux pays. Et donc j'ai bu beaucoup de bière pendant 2 ans. Et en 2007, je me suis dit, mettons maintenant peut-être un petit peu à la pratique. Et j'ai commencé en novembre 2007 mes premiers brassins amateurs, pardon. Et pendant une dizaine d'années, j'étais en amateur jusqu'à ce que je fasse des brassins pro chez des brasseries américaines en Californie et en Caroline du Nord. Ok. Donc t'as un peu bossé en brasserie aux États-Unis avant de. Tout à fait. Ouais. Okay. Ouais. Avec quand même 10 ans de brassam en expérience. Exactement, oui. Alors 10 ans où on apprend les matières premières, les process, où petit à petit le seau s'est transformé en fermenteur. On a commencé à travailler le profil minéral, travailler la filtration de l'eau, travailler pas mal de petites choses pour arriver à des équipements qui sont aujourd'hui nos équipements recherche et développement à la brasserie, mais c'était des équipements brassam de l'époque, quoi. Une carrière qui s'est beaucoup construite, débutée aux États-Unis. Tout à fait, ouais. Alors, comment est venu le choix de finalement débuter cette brasserie en France plutôt qu'aux États-Unis? Alors il y avait, et Katie, corrige-moi si je me trompe, mais une volonté de ramener le cercle familial en France, la volonté de
de renouer un petit peu avec le côté européen de la famille. À côté de ça, moi, professionnellement, j'étais dans l'aéronautique. Et quand mon contrat s'est arrêté, j'avais une clause de non-concurrence pendant 1 an où je ne pouvais pas être dans l'aéronautique. Donc, on s'est dit, rentrons en France et étudions le marché, voyons s'il y a une opportunité pour lancer la vision que nous avons. Et en fonction de ça, on pourra voir si on lance la brasserie ou pas. Et on a vu que aux États-Unis, en fait, aux États-Unis, on avait trop de bière déjà. il y a beaucoup de concurrence. Ça va être très difficile de lancer quelque chose et réussi. Mais en France, on a remarqué que même si, parce qu'on a fait des voyages 1 fois par an pour visiter la famille, et on a remarqué que bière artisanale en France, ça n'a pas encore arrivé dans une vague comme aux États-Unis. Et si on voulait commencer quelque chose, on peut surfer cette vague en France. Parce qu'on a déjà vu comment ça a évalué aux États-Unis. Bien sûr. Ça, c'était à quelle époque, quelle année 2018. 2018, ouais. Moi, je suis rentré avec les enfants en mars 2018. Pendant ce temps-là, Katie finissait la vente de la maison, les papiers. Katie est arrivée avec les chiens, en fait, en juin 2018. Et moi, pendant ce temps-là, je cherchais les financements, je montais le business plan, je finalisais les recettes, je faisais des brassins recherche et développement pour faire des focus group. Et on a réussi à vraiment sortir la brasserie de terre en 2019 avec une ouverture du brewpub en juin 2019. D'accord. Et oui, en gros, on était à peu près à une époque où on a une première vague de brasserie craft en France qui avait émergé. On commençait à voir qu'il y avait de l'intérêt. Il n'y avait pas encore l'explosion telle qu'on la connaît maintenant. Ouais, tout à fait. Ouais. C'était le début, on va dire, peut-être de la deuxième vague de l'explosion des brasseries. Ok. Alors, la dernière fois, on s'était un petit peu, on s'était déjà croisés, on avait parlé un peu, et tu m'avais expliqué comment était venu le choix de s'installer ici. Donc là, on est en Amboise. Ouais. En fait, le choix ne s'est pas du tout fait par hasard. Non, tout à fait. Ouais. En fait, avec Katie, on était prudent. On est toujours prudent. En fait, on voulait vraiment lancer une brasserie avec un esprit brewpub. Pour nous, le brewpub, c'est quelque chose d'unique et d'atypique. Avec Katie. En France. Oui, en France, oui. En France. Aux États-Unis, c'est très connu. C'est courant, oui. Ouais. Et en fait, nous, avec Katie, quand on allait boire des bières, on n'allait pas au bar craft, on allait dans les différentes brasseries parce qu'ils avaient tous un espace brewpub avec un coin pour les enfants, avec vraiment quelque chose de très familial et convivial. Et avec Katie, on s'est rendu compte que, en fait, c'était quelque chose qui nous intéressait. Mais comme on n'était pas encore tout à fait sûr que le marché français réponde de façon assez positive, en fait, à l'esprit brewpub, on s'est rendu compte que les touristes français n'ont pas forcément l'automatisme de mettre le mot bière dans Google quand ils sont en vacances. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un établissement où qu'on lance la brasserie dans un secteur assez touristique, en fait. De manière à ce que les touristes internationaux qui ont ce réflexe de mettre le mot bière dans Google quand ils sont en vacances puissent nous trouver. Et donc, nous des États-Unis à l'époque, on s'était dit pourquoi ne pas regarder Poitiers, le Futuroscope. En plus, notre niveau familial, c'était au milieu de tout le monde, ça collait bien. Mais quand j'ai fait l'analyse de marché, quand on a regardé les chiffres avec Katie, on s'est rendu compte que le Futuroscope, ça a amené du monde, mais le Futuroscope sont très très forts pour en fait nourrir, loger et récupérer en fait tout le côté financier que le tourisme peut apporter. Et qu'à côté de ça, le potentiel était moindre que ce qu'on espérait. Et donc, en discutant un petit peu, en regardant autour de nous, il y a quand même la vallée de la Loire, les châteaux de la vallée de la Loire qui mènent beaucoup de monde. Amboise, on est à peu près à 2 heures des portes de Paris. Donc, pour les week-ends de 3 jours, ça crée un grand dynamisme. On avait visité avant. Et on avait visité en 2007 ou 2008. Oui. 2007, Amboise, puisque ma sœur est de Tours. Et ça nous avait bien plu, quoi. Et donc, on a trouvé un bâtiment qui était à vendre à proximité. Et j'ai fait un business plan. Et là, tous les chiffres sont passés vers fluo. On s'est dit, en fait, il y a un potentiel qui est là. Mais il fallait respecter un petit peu, pour le bar, pour le brewpub, être à proximité des zones touristiques. Et donc, on s'est dit, bingo, ça va être Amboise, parce qu'il y a quand même des touristes internationaux
avec des très fortes cultures bières, des Belges, des Allemands, des Anglaises, des Anglais, et des Américains. des Américains. Et donc tout ça mis bout à bout fait que pour le lancement, on pouvait anticiper un flot de touristes au moins pour la saison haute. Et après, on s'est aussi rendu compte que le bassin amboisien est un bassin aussi dynamique et on arrive à maintenir hors saison touristique une fréquentation du brewpub assez respectable, correct. Tu parlais du coup de la forte clientèle touristique. Oui. C'est vrai que quand je regarde un petit peu le site de la brasserie et ainsi de suite, il y a un truc qui m'a un peu étonné, c'est que dans les réseaux sociaux mis en avant, en plus des classiques Facebook, Instagram et compagnie, vous mettez en avant la page TripAdvisor, qui est utilisée par quasiment personne en France, c'est très peu développé. Je suis allé voir la page et en fait c'est que des commentaires en anglais. Oui. C'est que des commentaires de... Il y a ça, puis on a la Loire à vélo qui passe à 10 mètres d'ici, littéralement, donc on est un point étape sur la Loire à vélo, donc on a souvent des gens qui viennent avec leur vélo, remplir les gourdes, charger les téléphones, boire une bière, manger une planche, être sur la terrasse et profiter vraiment du cadre du centre-ville d'Amboise, qui est pour beaucoup, touristes et non-touristes, c'est idyllique, quoi. C'est magnifique. Avec une belle histoire, avec 3 châteaux, avec des choses à faire dans une, entre guillemets, petite ville, dynamique, quoi. Ouais. Tu m'avais expliqué aussi la dernière fois que, en plus du choix de l'emplacement, il n'y a pas grand-chose qui avait été laissé au hasard, ne serait-ce qu'aussi sur le matériel. C'était un matériel un peu atypique pour une brasserie en France. Tout à fait. En fait, avec Katie, quand c'était le moment d'investir dans la société, plutôt que de ramener nos dollars en euros, on avait fait un choix assez stratégique, en fait, de dépenser nos dollars en dollars et de s'appuyer sur un fournisseur américain pour toute la cuverie, pour toute la ligne d'embouteillage, et en fait d'importer des États-Unis des machines, des cuves, une technologie qui était pas forcément disponible au prix auquel on l'a acheté en Europe, avec en fait, comme le marché de la craft aux États-Unis est en avance, on a réussi à s'équiper d'une salle de brassage avec pas mal de petites options qui nous facilitent la vie au quotidien, parce qu'il y a une concurrence sur le marché en fait des producteurs de salles de brassage qu'on n'a pas forcément ici. Et en fait, on a vraiment réussi à avoir un outil de production qui est fantastique, qui nous convient très très bien, avec une salle de brassage qui est faite sur mesure. Nos fermenteurs sont pas des fermenteurs qu'on va retrouver ailleurs. Notre salle de brassage a été faite et nos fermenteurs ont été faits pour vraiment s'adapter au bâtiment dans lequel on a lancé la production en 2019. Parce que comme on a commencé à brasser dans l'ancien cinéma, on n'est pas dans une salle carrée, on a des hauteurs sous plafond qui sont très importants. Donc nous, nos fermenteurs de 20 bbl ou de 24 hectos sont beaucoup plus grands mais beaucoup plus fins. On a superposé une cuve d'empâtage sur une cuve d'eau froide pour vraiment maximiser et optimiser l'espace vertical qu'on peut avoir. Et donc tout ça, en fait, on a vraiment réussi à l'avoir grâce au bureau d'études du fournisseur américain qui nous a fait quelque chose sur mesure, au millimètre et qui fonctionne super bien. T'as dit un mot intéressant parce qu'on l'a pas encore évoqué. T'as parlé d'ancien cinéma. Oui. Parce que en effet la brasserie, enfin, le brewpub en tout cas, est installé dans cet endroit qui est assez insolite. Oui, tout à fait. Alors, qui en plus a eu pas mal de vie avant la brasserie. Ouais, c'est un bâtiment qui est plein d'histoire en fait, puisque c'est un bâtiment qui date la construction de la fin des années 1800. Ça avait été une salle de spectacle initialement. La majorité de la vie du bâtiment était un cinéma qui s'appelait Le Vinci. Le dernier film qui a été visionné ici était aux alentours du milieu des années 90, avec le dernier film que les gens me racontent avoir vu ici, c'est Terminator 2. Oh yeah, Terminator 2. Un classique. Mais en fait, il y a beaucoup de clients et des fois des clients qu'on s'attendrait pas forcément à voir dans un pub craft. Des gens d'un certain âge qui viennent un peu les yeux mouillés, qui nous racontent avoir vu ici des films dans les années 50, années 60. Et c'est vraiment fantastique, en fait, de voir un petit peu, de revoir des gens qui redécouvrent cet établissement. Après le cinéma, ça a été aussi un musée, puis après un restaurant à thème sur le thème des Pirates des Caraïbes, avant Johnny Depp. Ça a été un piano-bar. Et donc nous, quand on a racheté le cinéma, on l'a repris
plus ou moins en forme piano bar. Il y avait une scène en bois, il y avait un très très grand bar, il y avait vraiment un cadre avec tout feu, tout noir, tout intéressant pour cette activité-là. Et on l'a transformé en brasserie de bière artisanale, donc on a dû tout refaire. Et c'est aussi un bâtiment qui était assez unique dans le sens où pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a les enfants des écoles qui venaient chanter la gloire à Pétain, comme ça se faisait tous les matins au cinéma, quelques heures après que des gens qui fuyaient en fait la partie occupée s'arrêtaient au cinéma, dormaient la nuit ici avant de repartir vers le sud, quoi. Donc il y a eu vraiment toute une histoire ici avec des bombes qui sont tombées à 50 mètres d'ici, et puis il y a des gens qui nous racontent ici il y a eu des éclats d'obus là, donc il y a vraiment ça a été un lieu de brassage culturel comme ça l'est aujourd'hui, mais pour d'autres raisons avant, quoi. Et c'était Fernand qui a expliqué tout ça. Oui, Notre artiste local qui nous donnait beaucoup de sculptures qui sont partout dans le bar. Ouais. Donc ouais, du coup, c'est vrai que ça fait un lieu assez atypique. Oui. Ouais. Comment vous avez fait pour vous adapter du coup pour la brasserie sur place? Tu nous expliquais que pour la cuverie, du coup, vous avez fait des choix particuliers, mais l'espace n'était pas trop restreint pour pouvoir accueillir à la fois une brasserie, un brewpub, une activité de brassage la journée, du service l'après-midi et le soir. Ça a été un casse-tête, ouais. Alors, on parle au passé parce que l'outil maintenant n'est plus sur place depuis quelques jours, mais en fait, il a fallu l'espace qui était dédié à la brasserie est en fait une fraction de l'espace qu'on utilise. On a une zone de stockage pour matières premières, produits finis, consommables, qui est à 3 km en zone industrielle, là où aujourd'hui l'outil de production est. Mais quand on produisait ici au cinéma, c'est vrai que quand on arrivait, la première chose qu'on faisait, c'était on poussait les chaises, on poussait les tables, on ouvrait la verrière, de manière à ce qu'on puisse utiliser tout l'espace techniquement réservé à la clientèle pour dédrécher, pour transporter, pour embouteiller, pour faire la production au quotidien. Et comme des faits du logis, 5 minutes avant 17h, on mettait des tables en place, on mettait les chaises en place, et on essayait de rendre un petit peu l'espace production juste cet outil massif derrière une verrière, sans qu'il y ait les consommables de vue, sans qu'il y ait tout ça. Et en fait, on amenait la veille pour le lendemain ce qui était nécessaire pour le travail du lendemain, et tout ce qu'on produisait le jour même, que ce soit des bouteilles, des fûts, ça repartait en zone de stockage immédiatement. Donc il y a eu une activité logistique au quotidien qui faisait que ça nous permettait de garder une salle de brassage relativement propre, relativement intéressante à regarder, sans avoir trop de bazar partout. Voilà. Tu l'évoquais, du coup, l'outil de production depuis quelques jours n'est plus ici au cinéma. C'est ça. Donc c'était pas un choix, ça a été un peu imposé. Oui, alors c'est pas du tout le choix. We're making lemonade out of lemons. Exactement. On fait de limonade de lait citron. On a une situation qui est un peu qui s'est forcée à nous. On a le sol de la brasserie qui s'est affaissé. On s'est rendu compte on avait une infiltration dans notre caniveau, et le contenu du caniveau passait sous la dalle. Et avec le poids sur la dalle, on a perdu 7 cm. Donc aujourd'hui, on est en train de regarder avec un expert judiciaire et d'autres experts en pathologie du bâtiment pourquoi, comment et qu'est-ce qu'il faut faire pour réparer. Mais en l'occurrence, quand on s'est rendu compte de ça au mois de novembre, on nous a dit déménager, prévoyez un déménagement sous 12 mois. Mais c'était déjà quelque chose qu'on a pensé de faire un jour, parce qu'on sait que peut-être on voulait produire plus de bière. Oui. Mais ça force la main un petit peu. Oui, ça nous a forcé la main. Pas un petit peu, ça force la main. Ouais. On s'était dit qu'on voulait augmenter nos capacités de prod. L'année dernière, on était à 2000 hectos. Avec l'outil qu'on a, on pouvait monter à 6000 hectos. Donc en fait, on s'était dit qu'un jour, on aurait potentiellement besoin de faire plus de bière, mais on avait encore de la marge ici. On pouvait encore vraiment pousser la prod ici. Et donc, quand on s'est rendu compte de l'infiltration et quand les experts nous ont dit déménager, on a mis un plan en place pour en fait utiliser notre zone de stockage comme lieu de production et pouvoir rapatrier en fait notre outil de production avant le gros de la saison. Et donc ça c'était au mois de décembre. Et le 17 avril, des déménageurs industriels sont venus pour transporter la cuverie. Et donc
donc c'était il y a vraiment pas longtemps, c'était il y a 3 semaines. Et maintenant, on est en production. On a fait le 6e brassin aujourd'hui. Et donc ça fonctionne, hein, l'outil. On est très content des résultats qu'on a. Et maintenant, notre outil de production est sur l'autre site. Avec évidemment, comme disait Katie, comme on avait la volonté de prévoir un peu plus de capacité de prod, plutôt que de garder nos 6 fermenteurs et nos 2 cuves de garde, on a prévu un emplacement sur la dalle et des connexions pour l'eau glycolée pour amener 2 fermenteurs de 40 hectos. Et ça nous permettra, quand on sera prêt, d'avoir juste à amener l'inox et de pouvoir brancher et de pouvoir travailler en démultipliant notre capacité de prod. Ok. Bon, on a pas mal parlé de la brasserie en elle-même, du matériel, de la création. Ouais. Maintenant, on peut parler un peu aussi des produits, des bières. Alors, déjà, moi, le premier truc que je voulais évoquer, c'est que une bière, ou en tout cas un style pour laquelle la brasserie est assez connue et qu'on trouve nulle part ailleurs, c'est la Cream Ale. Là, on est en train de, moi, je suis en train de la boire, en tout cas. Je sais pas si tu es sur la même. Ouais, je suis sur la même. Sur la même, la chromatique. Ouais. Alors, première question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une Cream Ale? Ouais. Alors, Cream Ale, c'est un des premiers styles de bière qui a été créé aux États-Unis, bien avant la prohibition. Et en fait, c'était les industriels américains qui avaient la volonté de concurrencer les bières lager en ayant une bière qui s'en rapproche beaucoup d'un point de vue gustatif, tout en ayant des temps de rotation de fermenteurs plus rapides. Parce que la Cream Ale, en fait, c'est une bière déjà où il y a entre 20 et 30% de flocons de maïs en fonction des recettes. Donc ça va amener ce côté un petit peu lager, un petit peu céréal. Et c'est une bière qui est hybride. Donc c'est pas forcément une ale, c'est pas forcément une lager, mais c'est une bière qui va être fermentée soit avec une levure lager un petit peu plus chaud, ou avec une levure ale un petit peu plus froide. Voilà. Et donc c'est comme la California Common et comme la Kolsch, et maintenant la Cold IPA, ce sont ces 4 bières un petit peu qui sont entre les deux grandes familles de bières. Quand nous on est arrivé avec Katie, une des choses qu'on a fait évidemment, c'était étudier le marché, et on s'est rendu compte qu'il y avait des bières, alors en parlant comme le code couleur français sans être péjoratif, blonde, qui existait en Touraine, et on voulait quelque chose de différent, mais qui est quand même un petit peu notre signature. Et donc la Cream Ale, en fait, rentrait un petit peu pour boucher un trou sur le marché local, et ça nous permettait de nous différencier assez, et d'avoir un produit aussi qui est un petit peu une pâte à modeler, parce que c'est vraiment un produit qui nous permet en fait de amener d'autres bières sur le marché, d'autres bières de la catégorie Cream Ale. On veut être une brasserie qui fait des Cream Ale mais infusées. C'est-à-dire qu'on est à 4 ou 5 maintenant Cream Ale infusées, parce qu'en fait la Cream Ale c'est un véhicule qui est idéal par exemple pour faire des White Stout. Nous, notre base de la Cream Ale, c'était la base de notre Artist Proof, qui était notre Cream Ale Café Vanille, notre White Stout qu'on avait amené sur le marché il y a 1 an et demi maintenant. Oui, parce que c'était à Saint-Malo. On l'avait amené à Saint-Malo l'année dernière, exactement. Ça a aussi été la base de la Géométrique, qui était la bière coco citron vert. Mm-hmm. Ça a été la base de notre Imperial Cream Ale Tonka Vanille en collab avec Zubru. The Wallpaper. La Wallpaper, ouais, qui est encore en canne en ce moment. Et on en a fait d'autres. Well, the Yuzu beer. Et oui, là aussi, la Yuzu, oui, oui, rien que celle-là. La Yuzu. Beer can. Ouais, beer can, la Yuzu, basilic thaï et citron vert, qui a été décoré au France Beer Challenge et voilà. Donc c'est un style qui nous va bien pour amener un petit peu de nuances, parce que souvent quand on va avoir des bières fruitées, les gens vont souvent associer des bières acidulées, alors qu'en fait cette base là pour nous ça va amener le fruit, ça va amener des saveurs mais sur d'autres notes. Et donc là, pourquoi ça s'appelle Cream Ale? Alors ça s'appelle Cream Ale, voilà, pourquoi? C'est aussi une bonne question. Désolée, je demande des questions aussi. Je fais mon travail. En fait, quand c'était brassé à l'époque, comme ils avaient la volonté vraiment de sortir des bières rapides pour concurrencer les lagers et minimiser le coût, en fait, elle n'était pas filtrée, il y avait une garde qui était très légère, et en fait, elle était très 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 opaque. Elle était hazy, mais super hazy. Et donc en fait, les gens la regardaient de loin, et avec cette opacité, ils se disaient mais il y a quoi, il y a de la crème dedans? Alors non, il n'y a pas de crème, c'est juste en fait une bière qui était
qui sortaient rapidement et qui n'avaient pas la même garde, qui avaient des buveurs qui flocculaient différemment, etc. Et donc c'est pour ça que les gens l'ont appelé cream ale, parce qu'ils pensaient que le côté opaque venait de la crème, qui n'était pas le cas. Et d'ailleurs, il y a aussi la cream ale pré-prohibition et après-prohibition. Avant la prohibition, ils faisaient aussi un dry hop dessus. Okay. Et après la prohibition, ils ont arrêté les dry hop dessus. C'est une bière sans dry. C'est bien que tu donnes le contexte et l'explication du pourquoi du comment, parce que on va dire que là maintenant, avec l'explosion des styles, la craft et compagnie, je pense que pour beaucoup de personnes qui connaissent pas le style, cream ale, ils doivent se dire que c'est une bière avec du lactose, un truc comme ça. Ouais, exactement, mais c'est pas le cas. C'est vraiment une base maltais qui est relativement simple, hein, donc pilsner, flocons de maïs et des fois un petit peu de Vienna ou un petit peu de mille malt juste pour donner une petite profondeur à la bière et rehausser un petit peu les notes céréales. Donc du coup, cette chromatique, cette cream ale, c'est une des bières de la gamme permanente de la brasserie. Exactement. C'est peut-être c'est quoi, c'est, on va dire, le premier bec, on va dire. C'est ça. C'est la bière la plus Nous au bar, c'est accessible. la bière qu'on vend le plus. Ouais. C'est pas la bière qu'on brasse le plus, mais c'est définitivement la bière que nous vendons le plus. Nous, ici sur place, c'est celle qui. Donc c'est quelque chose qui se voit un peu moins sur les réseaux cavistes et ainsi de suite, mais qui en consommation sur place est plus. Tout à fait. La bière qui va être demandée le plus, que ce soit en fût ou en bouteille, c'est notre IPA, l'Iridescente, qui est une West Coast IPA, qui a vraiment été réfléchie pour ramener la West Coast IPA qu'on buvait avec Katie à l'époque, chez Ballast Point, chez Stone, chez Lagunitas, etc., où on a eu la chance de visiter les brewpubs et d'aller boire des West Coast IPA avec le Cara, avec le résineux, avec l'agrume, avec et ça c'est la bière. Sierra Nevada aussi avec leur Pale Ale, etc. Et donc ça c'est l'Iridescente étant celle que nous brassons le plus. Et tout de suite derrière la chromatique. Mais dans la gamme des permanentes, on en a 6. On en avait 4 initialement. Initialement, on avait donc la chromatique, l'iridescente, Abstract, une American Amber, et ma préférée qui est une Export Stout, donc une bière brune, un peu plus sèche, légèrement amère, mais surtout un très bon équilibre entre le torréfié, la sécheresse et l'amertume. Et après 1 an et demi, les clients du brewpub nous disaient la chromatique c'est vraiment bien, mais c'est pas facile en fait de monter tout de suite sur l'iridescente. Entre deux, entre cette cream ale et l'IPA. Exactement. Oui, parce que la cream ale, il n'y a aucune amertume, franchement. Céréales, c'est très doux, céréales florales. Ouais. Et on a fait rentrer une pale ale en fait, qui aura un houblonnage aromatique similaire à l'iridescente, mais avec des houblons moins résineux, moins agrumes et plus tropical, pour aller chercher un autre marché, et surtout moins d'amertume. Et en fait aussi, ce qu'on avait fait une année, on avait une bière éphémère qui s'appelait la Off-White, qui était une bière blanche, wheat beer, mais wheat IPA, qui avait fonctionné mais du tonnerre. Et on s'est dit, en fait, la blanche, il nous la faut, quoi. Il faut pouvoir répondre aux besoins quand on nous dit une blanche. Mais pas une blanche qui est déjà partout dans le marché. Oui. Pas la blanche traditionnelle, pas la blanche. Belge. Voilà, c'est ça. Et on voulait pas forcément des notes de banane, etc. Et on voulait vraiment aller chercher un profil aromatique qui était aussi complémentaire. Et donc, on a fait une wheat IPA, une white IPA. Voilà. Et maintenant, c'est nos 6 bières qu'on a constamment en pression, en fût de 30 litres inox. C'est la gamme permanente de la brasserie. Gamme permanente en 33 centilitres et 75. 75 aussi, ouais. Donc, tu as 3 formats, c'est 33, 75 et le fût en inox. C'est ça. Et donc, 6 bières dans la gamme, si je reprends, cream ale, pale ale, IPA, export stout, la white IPA, white IPA. Et l'abstract, American Amber. American Amber, ok. C'est ça. Très bien. Alors, t'évoquais justement sur les formats des bières, le fût et le fût inox. Oui. Vous travaillez uniquement en fût inox? Oui. Oui. Ouais. C'est une volonté? Alors, c'est une volonté parce qu'en fait, on a déjà l'environnement, évidemment, la qualité de la bière, du tirage, tout ça. On est en isobar. Donc, pour nous, le fût inox, c'est un véhicule qui est idéal pour nous. Et 99% de notre production étant locale. Et donc le fût inox revient vite en fait pour nous. Même si on a un parc de quasiment 2000 fûts aujourd'hui, on a un taux de retour qui est une rapidité en fait de retour qui est importante. Et puis c'est aussi un kick-egg, c'est usage unique, donc c'est quelque part une marge qui se perd à côté.
au-delà du déchet qui est créé. Donc nous, dès le début, on est parti sur du fût inox. On a commencé avec 300 fûts, puis tous les ans, on a augmenté notre part de fûts. On en a racheté 720 pour cette année. Donc on est prêt. On en a racheté un petit peu plus que nécessaire pour justement anticiper le déménagement aussi, parce qu'il a vraiment fallu faire nos stocks avant d'arrêter l'outil de prod. Mais voilà, donc fût inox 30 litres. Et voilà. Ouais, en plus, tu disais par rapport au Kikeg, d'autant plus maintenant où tout a explosé en termes de tarifs. Bon, l'inox aussi, mais je crois qu'un Kikeg, ça doit coûter dans les 18-19 euros maintenant, hors taxe. Au final, si toi, tu me dis que tu as une rotation rapide sur ton inox, au final, ton fût, tu l'as peut-être rentabilisé en un an par rapport au Kikeg. À ce point-là. Ouais, sérieusement, ouais. Enfin, nous, et en plus, alors, mais c'est l'investissement au début qui est. C'est ça mange beaucoup de trésor au début. Mais en plus, d'un point de vue comptable, et je veux pas rentrer trop dans les trucs chiants, c'est fantastique parce que c'est un fût, tu l'amortis sur 5 ans. Mais alors, on va dire, tu l'achètes 100 balles, tu l'amortis sur 5 ans, mais dès qu'il part, t'as 30 euros de trésor qui rentre. Donc, d'un point de vue comptable, tu t'amortis un truc à 1/5 et t'as 30 euros qui rentrent. Donc, en fait, tu crées quelque chose de positif dans ton bilan. Et ça montre un petit peu que Mathieu, il est brasseur, à la base, il est vendeur. Oui. Il a passé pas mal de temps pour faire des études et des choses comme ça. Il fait pas mal de choix parce que c'est prudent, parce que c'est les chiffres qui expliquent ce on a besoin de faire. On laisse pas grand chose au hasard. Oui, mais ça, je l'avais remarqué en ayant un peu échangé avec vous, surtout avec toi, Mathieu, un peu en amont, sur tout ce qui a été fait en amont de la création de la brasserie ou même au quotidien. On sent que c'est quand même quelque chose qui a été bien réfléchi, préparé, ce qu'on voit pas forcément dans toutes les brasseries qui se sont lancées, certaines, on va dire à la même période. Il y a beaucoup de brasseries craft qui se sont lancées avec un beau projet, une belle envie, mais peut-être moins de calculs, moins de risques étudiés. Et c'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup de choses que on a envie de faire, beaucoup de marketing, beaucoup de trucs fun, quoi. Mais comme on est prudente, on fait le maximum ce qu'on peut faire, qui est raisonnable, parce que c'est un peu c'est pas toujours facile de freiner, de faire des choses qui sont moins sexy ou moins intéressantes ou moins visibles. Ouais. Mais toi, ce que tu dis, ça nous avait été dit un jour par un banquier. C'était donc 2018. Je suis arrivé avec un business plan de 47 pages. J'ai fait des analyses, les banquiers ils me disaient j'ai jamais vu ça. Et il me dit mais pourquoi t'as un prévisionnel, pourquoi t'as un business plan de 47 pages? Je lui dis je rentre des États-Unis. J'ai vendu des voitures, j'ai vendu la maison, j'ai cassé mon plan de retraite, on a cassé le plan de retraite de Katie. Tout l'argent qu'on a avec Katie, on l'investit. Alors c'est peut-être pas beaucoup pour une banque ce qu'on met, mais pour nous c'est tout quoi. C'est 15 ans de travail quoi, c'est toute notre vie. On a pris un risque calculé, réfléchi, mais avant de pouvoir, un risque quand même quoi. Et avant de pouvoir aller voir un banquier ou même moi avant de pouvoir regarder Katie dans les yeux, lui dire on va faire ça, il faut que j'en sois convaincu. Et moi, je suis convaincu quand j'ai un petit peu étudié le truc, affiné le truc, pour dire voilà pourquoi, voilà comment. Et après, alors ça veut pas dire qu'après on prend pas des décisions rapides non plus, ou qu'on est. Mais c'est vrai qu'on a tendance à réfléchir 2 fois quoi. Voilà. Non, mais après, quand tu vois un peu le marché de la bière en Europe, notamment là au Royaume-Uni, qui est quand même assez compliqué en ce moment, avec pas mal de fermetures de brasseries. La France qui commence aussi, bon alors on a toujours plus d'ouverture que de fermeture, mais on voit que le rythme des fermetures s'accélère un peu. Ah oui. Pas plus mal. Aux États-Unis aussi. Oui, je connais un peu moins le marché américain, mais j'imagine que c'est pareil. Ouais. Même nous sur le marché local, nous on a pas mal de brasseries en difficulté. Et nous au moment où le marché, en fait, on est un petit peu pris en étau avec des prix qu'on peut pas augmenter, avec des coûts qui flambent, on peut pas répercuter tout ça, et il faut déménager l'outil de production. Donc il y a des marges qui sont en forte érosion. Et 100 000 euros à aller chercher pour préparer un deuxième bâtiment et faire le déménagement quoi. Donc oui, on est dans une période, on est en train de vivre une période avec une crise énergétique, avec d'autres brasseries qui arrivent, comme tu l'expliques sur le marché. Il faut continuer de se réinventer, de réfléchir et de pivoter quoi.
Pour en revenir aux bières, Oui. en plus de la gamme permanente, Donc il y a aussi des éphémères, c'est des ça. collaborations. Oui. Et souvent, d'ailleurs, pour ces éphémères et collaborations, on passe sur un autre format, surtout depuis un an et demi. Oui, c'est ça. On a passe la canette sur, 44. Canette 44, exactement. Tu peux nous dire un peu plus comment vous travaillez justement cette gamme Mm. éphémère, collaboration. Alors, notre gamme permanente est vraiment accessible au grand public. Hein, c'est vraiment pas des bières ultra niches, même si on a des beaux houblons dedans avec du cryo et tout ce qu'il faut, c'est vraiment fait pour être accessible. Mais aussi pour les gens qui sont plus traditionnels, comme Oui. les châteaux, les restaurants étoilés. Oui. Il y a pas Oui, mal de gens qui a nos bières dans leur établissement Parce qu'elles sont accessibles, justement. Ouais. et pas en canette. Ouais. Et par contre, alors autant que j'aime beaucoup boire nos bières permanentes, c'est vrai que de temps en temps, on aime bien en tant que consommateur aussi, pas que brasseur, boire des bières un petit peu plus atypiques, un peu plus uniques, et aller toucher un petit peu le marché du beer geek, qui va justement avoir une attente un peu différente et de vouloir essayer de justement la bière au yuzu, basilic. Quand on explique ça à des restaurants à proximité, ils ont du mal à imaginer le truc et à se projeter pour le boire. Oui, et pourtant, ça pourrait être une bière très adaptée avec des accords dans un restaurant. Oui. Et d'ailleurs, il y a des restos qui nous l'ont pris justement pour ça, mais qui nous disent, par contre, nous en voulez pas, on va la servir, on la servira pas à table, on la servira derrière le. Je dis oui, ne inquiétez pas. Parce que la canette à table, c'est encore un peu compliqué dans un restaurant, bien sûr. Et donc notre gamme éphémère déjà se compose à chaque sortie de canette d'une lager. On adore la craft lager avec Katie. Je trouve ça super intéressant à travailler la lager de par le souci du détail qu'on a besoin d'avoir pour sortir une lager, parce qu'on peut pas cacher les défauts dans les lagers. Donc c'est là où on voit tout le travail qu'on met en amont sur le contrôle qualité, sur les process, etc. Donc toujours une craft lager, mais aussi des bières qui vont être des milkshake IPA, des Imperial Cream Ale Tonka Vanille, qui vont être une Imperial Stout qu'on a fait récemment avec cacao du Ghana infusé dans du rhum de Jamaïque avec du sel d'Himalaya et de la vanille du Mexique. Enfin, c'est le tour du monde de la bière, quoi, tu vois. Et ça, ce serait peut-être encore une fois peut-être un petit peu perdu quand tu l'expliques à des gens qu'une bière à 9 degrés avec une aromatique et des saveurs et des arômes qui sont un petit peu plus poussés. Et donc on s'était dit que pour rester aussi dans l'air du temps par rapport à ce que les buveurs de craft recherchent, c'est d'aller chercher la canette. Et donc c'est vrai que la canette nous a ouvert des portes, mais ça nous a aussi fermé des portes, quoi. Tu vois, on a complètement arrêté de vendre nos éphémères dans certaines comment ça s'appelle, épiceries fines, parce qu'ils ne voulaient pas de canette. Tu vois, mais on a ouvert. Même s'ils sont très jolis. Oui, même si jamais d'un point de vue visuel, c'est fantastique, évidemment. C'est la partie de Katie. C'est vrai que c'est délicat, quoi. Voilà. Donc on continue un petit peu de trouver le bon ratio canette fût, parce que traditionnellement on fait 80% de notre production en fût, mais sur les éphémères, on va peut-être devoir faire 90% en fût et 10% de la prod en canette, pour être sûr que les canettes restent pas trop longtemps sur le marché, parce qu'on a un réseau de distribution qui se resserre un peu. Voilà. Ouais, qui en plus peut-être historiquement n'est pas, comme tu disais, un réseau qui est très orienté sur ces styles un peu plus craft, beer geek, et qui n'est pas encore apte à aller chercher la canette. Exactement. Et en plus, comme on disait aussi tout à l'heure, avec l'érosion des marges, aujourd'hui on n'a pas encore notre machine pour encanner, sertir. Donc on fait venir un prestataire de service. On peut pas amortir les équipements. Donc aujourd'hui la marge sur la canette est un petit peu plus faible, mais c'est nécessaire pour aussi tester le marché, quoi. Parce que si on investit sur une machine et qu'après on se casse les dents, au moins on aura eu quelques canettes et des mises en service, des prestataires de service pour tester la canette et se rendre compte que ça fonctionne. Donc, oui, c'est un moyen de tester si l'investissement dans votre pop matériel est viable ou pas. Voilà. Et en l'occurrence, on pense que ça l'est. Donc, on devrait aller chercher notre propre type de mise en canette dans les prochains mois.
Aux États-Unis aussi. C'est ce que j'allais te demander. C'est vrai, c'était sur le. Ouais. On a, alors c'est pas signé, c'est pas fait, mais il faut que j'aille voir le fournisseur à proximité de Dallas entre Dallas et San Antonio d'ailleurs. Yay Dallas. Pour amener en fait la machine qui nous plaît en fait. Parce qu'on n'a pas forcément besoin d'une machine qui va très vite. Quand tu fais 1500 canettes d'une ref, même si ça prend 4 heures, ben c'est pas grave. Je préfère que ça mette 4 heures, mais que tout soit super d'un point de vue process, plutôt que d'aller trop vite et d'en claquer la moitié, quoi. Bien sûr. Il y a un autre style dont on parlait des Cremail, mais qui revient assez régulièrement, j'ai l'impression, dans la brasserie, en tout cas dernièrement, surtout depuis qu'il y a des éphémères, c'est la cold IPA. Oui. Un style qui d'ailleurs se voit de plus en plus en France, qui commence à prendre un peu. Ben, on en a fait 3. J'ai juste l'impression que personne ne sait vraiment ce que c'est qu'une cold IPA. Donc, est-ce que comme la Cremail, tu peux nous décrire une cold IPA? Alors, Tu peux expliquer, c'est sûr. J'ai eu beaucoup de chance au mois d'août d'aller rencontrer Mayfinder à Portland, Kevin, qui est en fait propriétaire de la brasserie, qui avait fait la première cold IPA qui s'appelait Relapse. J'ai parlé énormément avec Kevin de ce style. Et il y a souvent une confusion entre IPL, Indian Pale Lager, et Cold IPA. Et j'ai aussi, avant ça, en famille avec Katie, on est parti rencontrer Green Chic à Orange en Californie, qui a claqué dans Beer and Brewing Magazine un 100 sur 100 dans la catégorie IPA avec sa Cold IPA et qui expliquait comment il le brassait. Donc en fait, on a réussi à avoir 2 pionniers en fait américains qui ont lancé ça, et ça c'était en octobre 2021 avec Katie. En octobre 2021, on a rencontré Evan Pierce et il nous a une bible qu'on lui a ouvert, transparent, jovial, et il nous a donné l'interprétation de Kevin que j'avais pas encore rencontré à ce moment-là, et son interprétation et ce qu'il avait fait. Donc en fait, la façon dont il l'explique, ils disent c'est une West Coast IPA. Okay. En fermentation lager ou hybride, parce que Mayfinder, Kevin, dans Relapse, en fait, avait travaillé que la lager, en décoction d'ailleurs. Et en fait, ce qu'il a fait, lui, Kevin, c'est une double décoction avec un houblonnage. Alors, une base maltais Pilsner, à peu près à 70%, flocon de riz, à peu près à 30%, et un houblonnage qui va être équivalent d'une West Coast IPA. Donc en fait, pour résumer un petit peu le style, il a une base maltais et une fermentation comme une Japanese Lager. Voilà, mais il a un houblonnage comme une West Coast IPA. Cependant, d'après Kevin, pas de résineux et du tropical à bas. Voilà. La nuance que Green Chic a amené, c'est que eux, ils travaillent en US 05. Donc une levure de ale. Ouais, levure ale, mais froide. Et par contre, là où lui se retrouve dedans, c'est une Japanese Lager, 30% à environ de flocon de riz, 20% d'IBU en moins, donc une amertume tout petit peu plus. Mais ce que t'as pas mis en houblon, en whirlpool ou à chaud, tu l'as en fermenteur pour aller chercher une longueur tropicale un peu plus importante. Donc nous on a brassé la première en 2022, c'était janvier ou février, c'était la Landscape numéro 3, qu'on avait brassé avec un houblon expérimental qui était le Vista, qui en fait a été super bien mis en avant. C'était le seul houblon dans la bière, c'était vraiment super aromatique. On avait envoyé des échantillons à Yakima qui nous ont dit en fait c'est parfait, cet houblon est parfait pour ce style, donc on était très très content du retour. Après, on avait brassé une collab à Portland avec Hub, et on avait fait Upworks, Hub, et on avait fait une cold IPA. Pareil, donc là c'était brassin américain, 24 hecto, 20 dBL, super journée. Et on a fait une autre collab avec Yakima, avec La Muette, en aller-retour, où on avait fait un petit peu une double collab question-réponse, où on avait brassé d'abord chez Max de La Muette, que tu avais eu aussi dans le podcast il y a pas longtemps,
avec le houblon expérimental 10-19, HBC 10-19. Et en fait, on a fait la même bière, ce que moi je l'ai fermenté, ou nous ici à la brasserie, on l'a fermenté en cold IPA avec une levure lager, avec 15 jours de garde, avec les flocons qui vont bien, avec le pilsner qui va bien. Et Max a fait une West Coast IPA avec le 10-19, les mêmes quantités de houblon, les mêmes tout, sauf que lui, il avait une levure ale et pas de flocons pour le coup. Okay. Voilà. Et donc ça, on a sorti les 2 canettes en même temps, et c'était une triple collab super intéressante pour montrer un petit peu l'impact de la fermentation, pour montrer un petit peu l'impact des flocons, de légèrement modifier la base maltée, pour amener un peu un houblon expérimental et pour le mettre en avant. Alors, en fait, c'était super geek. Ah oui, clairement, oui, je pense que ça passe au-dessus de beaucoup, mais c'était super intéressant de voir ça, et puis. Bon. Oui, et maintenant c'est super intéressant de présenter les 2 canettes ensemble. Il y a le Cold Me 1019, c'est le Cold IPA, et the Hopline 1019, c'est le West Coast IPA. Ouais. Et ils se ressemblent. Oui, ils se ressemblent avec les téléphones qui sont inversés pour s'appeler l'un l'autre. Oui. Donc, voilà. C'était une super collab. Puis t'as vu les équipements de Max, surtout quand on a fait la collab chez lui, c'était, nous, c'était en manuel, même si l'outil est fantastique, on peut pas aller faire des tours de Gator pendant qu'il y a l'empattage qui se fait, quoi, tu vois. donc voilà, c'était un bon moment. Ouais. Je voulais revenir juste sur un truc, moi, que je remarque quand on échange ensemble, c'est que, par rapport à ce que j'ai vu avec d'autres brasseries en amont, il y a beaucoup de brasseries qui sont installées en France et qui ont été beaucoup, influencés et qui se sont beaucoup lancés dans la craft après avoir découvert les IPA, notamment en Europe avec la Punk IPA de Brewdog et ainsi de suite. Au final, vous avez une approche complètement différente parce que vous êtes beaucoup plus imprégné de la craft américaine, du marché américain, ce qui s'est fait aux États-Unis et de la. Oui, tout à fait. Enfin, et même on continue en fait avec Katie, on retourne aux États-Unis tous les ans. Ce qui permet aussi de suivre un peu les évolutions du marché américain, les tendances là-bas et même, enfin, d'être inspiré en fait. Oui, l'inspiration. Nous, regarde. Can you grab the magazine? Oui. Tu vois, enfin, nous, 99% de notre culture en fait, c'est du américaine, quoi. Tu vois, on a pas mal de magazines. Autre que ton podcast, tout ce que j'écoute, c'est des podcasts américains, tu vois, et en fait. Et t'as la chance aussi parce que tu parles anglais, tu peux lire en anglais, c'est pas quelque chose qui est facile pour tout le monde. Et ça nous permet en fait de garder un petit peu un œil sur l'horizon et de se dire, qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, et puis aussi d'avoir un réseau là-bas, quoi. Tu vois, des fois, nous, on a des questions. Et autres que certains forums sur lesquels on participe et des fois pose des questions, moi je peux aller échanger directement avec certains brasseurs là-bas et comme souvent avec les brasseurs, quand tu poses une question, pas de secret, quoi. Tu vois, je fais comme ça, essaye ça, et c'est très ouvert. Il y a vraiment un esprit community et collaboratif et amical. Et ça c'est bien. Et alors, c'est pas toujours fun pour les enfants quand on part en vacances de faire 3-4 brasseries. C'est vrai, on visite pas mal de brasseries quand on fait les vacances. Mais ça, ils comprennent aussi que ça fait partie de ce qui est fun pour nous, quoi, tu vois. Mais aussi, aux États-Unis, c'est pas très, c'est aussi intéressant pour les enfants parce que c'est un peu bobo, il y a des jouets dehors, frisbee golf, il y a des pizzas, il y a franchement un esprit familial. Ouais, c'est vrai que quand on était à Austin, justement en octobre 2021, on est parti voir Live Oak. I was gonna say Jester King. Oh, Jester King aussi. On a visité les deux. On a fait beaucoup. Mais tu vois, Live Oak, comment ça s'appelle, Frisbee golf. Frisbee golf, je sais même pas comment dire en français. Et en fait, c'est super. Les enfants, ils vont chercher les frisbees, ils balancent ça et ils sont amusés pendant que nous, on faisait des dégustations de lager d'un autre monde, quoi, tu vois, des trucs. Et nous avons demandé à nos amis de venir. Ils ont une collection à eux-mêmes de frisbees, de 20 frisbees, je sais pas. Et pareil, quand tu vas chez Jester King, qui est une ferme brasserie, en fait, t'as les tables de pique-nique, t'es en train de manger, t'as les pizzas qui sont faites sur place, t'as les chefs qui arrivent. C'est ce qu'on disait au début de l'enregistrement, c'est qu'il y a une culture beaucoup plus brewpub aux États-Unis. Ah oui. Et forcément, là-bas, ils ont quelque chose de plus
de plus familial, convivial. Tu joues au cornhole, oui, tu vois, parce que tous les brasseurs, ils ont des familles, ils ont des enfants. Et je pense que si on dit que les brasseries et les bars sont que pour les adultes, tu peux pas avoir tous les gens que tu veux accueillir parce que c'est pas possible. Ouais. J'ai l'impression que c'est une culture qui va de plus en plus se développer en France. J'ai l'impression que ça devient un peu indispensable pour une brasserie qui se crée maintenant d'avoir son espace de service, brewpub et ainsi de suite, et donc de développer une partie un peu de restauration. Oui. Ou, nous, c'est comme ça genre de qu'on l'a toujours vu, et c'est comme ça qu'on voit les choses. Et tu vois, ça nous manque tellement, en fait, de pas avoir l'outil à côté du bar aujourd'hui que, avec Katie, on continue de se dire qu'il faut ramener non seulement des cuves de service ici, mais il faut ramener un petit outil de production de manière à ce que 100% des bières vendues ici soient brassées ici, parce que c'est ce qu'on voulait faire, c'est ce qu'on veut faire, et toi, on a un petit manque, tu vois, quand tu regardes. C'est vraiment cet esprit brewpub ici, là, dans l'ancien cinéma, on rajoute un petit outil de production pour le service sur place. Et pourquoi pas ramener 3 tables, une chaise et une tireuse sur l'autre site et faire un afterwork pour les gens. Tu vois, enfin, nous, c'est comme ça qu'on a lancé le truc, c'est comme ça qu'on a cru en notre projet. Et bon, aujourd'hui, on peut pas encore le faire tout de suite. Un, financièrement, parce qu'il y a eu beaucoup de coûts pour le déménagement. Et 2, parce qu'on attend le feu vert de l'expert judiciaire pour faire les travaux, pour renforcer le sol et pour ramener un outil de production plus léger et plus petit. Mais voilà, enfin, on a un manque, quoi, tu vois, c'est un peu vide derrière, quoi, tu vois. Oui, c'est trop silencieux. Oui, c'est moins chaleureux, ouais, c'est vrai. Voilà. Mais ça va se faire, On espère dans l'année, mais sinon bientôt. Et au final, ce format brewpub ou un taproom sur une brasserie, c'est un peu gagnant-gagnant. Oui. La clientèle est contente d'aller boire une bière brassée sur place, produite sur place, d'avoir un produit local et de pouvoir voir comment c'est fait, d'échanger avec les personnes responsables de la production et du produit qu'ils vont boire. Et en même temps, pour la brasserie, c'est un produit fait sur place, vendu sur place, c'est un gain en marge, c'est... Oui. Et c'est important actuellement. J'étais un peu étonnée quand on a revenu en France qu'il y a beaucoup de brasseries qui a pas de taproom, pas de... C'est vrai que ça n'a jamais vraiment été dans la culture quand la craft s'est développée en France, et ça arrive que récemment. Oui, mais en termes de marge, c'est très important. Bien sûr. Et en fait, on discute ça très fréquemment aux États-Unis. Même les grandes brasseries, il y a des très très grandes brasseries comme Green Cheek ou même Austin, Live Oak et Pint House. Ils distribuent pas du tout parce qu'ils ont un clientèle qui vient directement au brewpub, qui achète tout leur bière. Peut-être ils ont fait du packaging parce que ils ont acheté des... Pour vente à emporter. Ouais. Mais, c'est impressionnant. À tel point qu'ils sont obligés de limiter les clients en nombre de bières qu'ils peuvent emporter. Oui. Tu peux voir sur Instagram Green Cheek qui dit les bières sortent aujourd'hui, mais un 6-pack chacun, c'est tout. C'est fou, quoi. C'est assez dingue. Et tu vois, pour revenir aussi sur ce que tu disais, ce qui est drôle, c'est que bon, tu vois, l'espace bar, il y a une verrière, et derrière la verrière, t'avais tout, quoi. Et en fait, ce qui était bizarre, c'est des fois les gens ils y croyaient pas. Ils goûtaient la déco. Oui, les petits mémères. Le déco c'est un peu trop là. Ah, c'est beaucoup. Ils avaient mis le paquet sur la déco. Ou des fois, c'est bon, c'est fait où? Donc bon, on le prenait pas mal parce que encore une fois, c'était une clientèle pour qui c'était pour certains la première fois qu'ils voyaient des cuves de fermentation, qu'ils voyaient une brasserie, qu'ils voyaient. Ça m'étonne pas tant que ça parce que le concept de brewpub en France. Au final, on le connaît depuis un bout de temps, mais c'est pas développé dans la craft, c'est des établissements comme Trois Brasseurs ou les Frogs sur Paris. Et combien de personnes sont allées un jour manger ou boire une bière dans un Trois Brasseurs en voyant les cuves, en se disant c'est juste de la déco, sans penser que c'était brasse sur place. Et c'est vrai que je pense que ça a jamais été vraiment dans la culture française. Dans la culture, Et ce qui était intéressant aussi, c'est des fois, c'est d'avoir pendant la journée de production, quand on est en train de faire le mash et que on a des gens qui s'arrêtent, on a des fois les portes ouvertes, mais les rideaux de fer qui sont baissés. Ça sent bon là, vous faites quoi? On fait de la bière. On peut goûter. Bah ouais, mais revenez à 17h. Tu sais, quand tu fais les doublonnages ou quand tu fais... et tu sais, t'as toutes les arômes qui ressortent et les premiers clients, quand ils rentrent à 17h et qu'ils ont en fait une ambiance qui est différente de n'importe quel autre bar lambda, sans être péjoratif, et ben en fait ça crée du souvenir, ça crée... Et voilà. Et donc, nous, c'est ce qu'on... Ça crée du lien aussi, je pense, pour la clientèle qui se dit,
c'est toujours mieux d'aller consommer sur place une bière qui est produite ici que d'aller dans le bistrot du coin boire une industrielle qui a été brassée à l'autre bout de l'Europe, transportée en camion et qui au final, tout à fait. Pas grand chose de différent d'une autre bière. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que il y a certains jours sur les bières comme la Pale Ale ou l'IPA qu'on a, qu'utilise par exemple notre Pale Ale pas mal d'Idaho 7 en Whirlpool et du Simcoe dans l'iridescent. Quand on faisait ces houblonnages-là et que tu avais en fait pas mal d'arômes dans l'air de ces houblons, on se rendait compte qu'en fait les ventes augmentaient pour ces bières-là. T'en es allé à ce point-là sur les analyses. Sur les analyses, En fait, t'avais, tu vois que des fois les gens ils faisaient des comment ça s'appelle des flights ou des demi-flights juste pour goûter. Et ils disaient ah oui celle-là c'est celle-là que je veux. Et en fait c'était la bière qu'on avait brassée ce jour-là. Quoi. Et il y avait des le fait d'avoir l'aromatique dans l'air. C'est ça. Et en fait c'est ce qu'eux ils sentent, ce que eux goûtent. Et en fait ça connectait tellement qu'on sentait des petits pics dans le panier quoi. Donc, c'est drôle. Je reviens sur ce que je disais, du coup, cette inspiration très culture américaine, en tout cas culture brasserie américaine, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui fait de Artisanale une brasserie un peu différente de ce qui se fait en France actuellement ? Sur l'approche, sur les styles brassés Peut-être d'un point de vue process, déminéraliser notre eau, on a la capacité de filtrer sur place, on a un pied. Alors après, je pense que la craft américaine est quand même aussi bien représentée en France. C'est vrai que nous, la volonté de faire des cream ale infusé, c'est quelque chose qui vient d'une inspiration américaine. Sierra Nevada, c'était Ballast Point qui l'avait fait, Wolf's Ridge l'a fait, et nous en fait comme c'est notre bière permanente et qu'on a toujours des fûts, quand on veut faire des tests, on ouvre des fûts, on fait infuser dans le fût et puis on sert au bar et on fait goûter. Et c'est peut-être plus sur la recherche et développement où on a peut-être une approche très américaine. Puis oui, je pense que le fait de lire et d'écouter, de se cultiver et de rechercher sur l'Amérique du Nord a une influence. Oui, je pense que oui. D'innover, je voulais dire. Oui. Je pense qu'on a l'esprit on aime bien d'essayer des choses, de faire un essai. Pourquoi pas? Mais je pense que c'est aussi dans mon ADN, dans mon parcours professionnel passé. Le slogan de la société pour laquelle je travaillais, c'était Pioneer of Innovation and Integration. Donc moi, depuis que je suis dans le monde professionnel, on nous a toujours poussé à innover. Et des fois, c'est innover dans les process, ou innover dans la production, ou innover dans des stratégies de vente, ou innover pour essayer de s'améliorer constamment. Et voilà. Et donc c'est aujourd'hui là où en fait, c'est d'être jamais satisfait. Oui, c'est vrai d'essayer de. Mais oui, on voit l'innovation comme quelque chose d'important et c'est pour ça qu'on fait souvent des appels du pied aux fournisseurs, que ce soit de levure, que ce soit de doublon, que ce soit de malt, de dire vous avez des trucs à tester, envoyez-les nous quoi. Parce que nous on va vous faire 24 hectos et on va jouer le jeu quoi. On veut essayer de tester, on veut essayer de s'amuser avec des choses, tu vois, on a essayé l'extrait doublon, on a pas mal de doublons qui sont expérimentaux, on est parti rencontrer des agriculteurs doublons dans l'Oregon, on travaille collectivement avec un agriculteur du côté de Loches pour essayer de malter à façon avec un cahier des charges sur ce qu'on recherche, des variétés d'orge, essayer, c'est moins d'innovation, mais tu vois, déminéraliser notre eau pour pouvoir adapter un profil minéral, essayer de pousser de sulfate, de réduire, de faire des choses qui peuvent être un petit peu différentes, mais de pouvoir en fait avoir la main sur tous les différents curseurs pour pouvoir trouver quelque chose qui nous convient, mais de constamment tester, innover. Et après peut-être que pour le commun des mortels, c'est peut-être négligeable la différence, mais pour nous et pour l'équipe avec qui on brasse, c'est cette recherche de perfection, c'est un grand mot, mais du souci du détail, quoi, tu vois. C'est quelque chose qui nous intéresse, quoi. Ouais. Alors quand on écoute un peu les bières geeks en France, il y a toujours cette phrase qui revient qui dit que, en gros, le marché français
a X années de retard sur le marché américain, que une bière houblonnée, une New England IPA, un truc comme ça, qui vient des États-Unis sera toujours meilleur que ce qui est fait en France, et ainsi de suite. Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît assez vrai, logique? Est-ce que tu penses qu'il y a des process ou des technologies, des techniques de brassage qui font que les brasseries américaines sont encore en avance sur ces styles-là? Ou est-ce qu'en fait, c'est un peu du fantasme de beer geek? Alors, je vais laisser Katie répondre. Ah bon? Mais alors, pour moi, je réponds d'abord et après, tu me dis ce que tu en penses. Ok. Vas-y. Quand on est arrivé, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait énormément de retard. La plupart des crafts qu'on buvait, c'était de la refermentation en bouteille et sur des styles qui n'étaient pas nécessaires. Ok, parce que la refermentation en bouteille peut être très très adaptée sur certains styles, mais quand tu fais une IPA, à mon sens, c'est pas nécessairement nécessaire. C'est aussi ça ce que nous inspirait un petit peu de faire de la bière en France, parce que on cherche des choses qu'on manque des États-Unis. Et donc, on voulait un petit peu faire les bières qu'on aimait boire. Et donc, mais par contre, je trouve que sur les 2-3 dernières années, la France a énormément comblé son retard. Moi, ce que je dirais, c'est que, en fait, la France va être moins innovante, mais elle va être super rapide à s'adapter. Tu vois, par exemple, entre le moment où les brutes IPA sont lancées à San Francisco et le moment où elles sont arrivées en France, il s'est pas passé longtemps. Mais la première brute a été faite là-bas. La cold IPA, pareil, tu vois, entre le moment où c'est sorti à Portland, le moment où c'est vraiment rentré sur le marché américain et le moment où c'est arrivé en France, il s'est pas passé forcément très 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 longtemps. Donc je pense qu'il y a un retard qui se resserre, surtout que maintenant il y a des technologies qui sont de plus en plus accessibles avec des fournisseurs asiatiques, chinois et autres, et même Europe de l'Est, qui vont amener des technologies qui n'était pas forcément le cas en 2018 quand nous on s'est penché sur le truc. En fait, ils vont rendre l'isobar abordable, ils vont rendre la filtration abordable. Aujourd'hui, on peut, par exemple, acheter une centrifugeuse relativement moins chère qu'avant. Donc, on a accès à des outils qui n'étaient pas forcément accessibles il y a quelques années. Et du coup, je pense que le retard que la France avait et a encore se bouge de façon significative. Après, pardon, vas-y. Mais tu trouves pas que c'est aussi une question de le marché? Oui. Parce que pour moi, c'est du truc. Il y a les technologies et c'est aussi le marché. Et je trouve que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui beer geek, qui aiment bien des choses intéressantes, uniques. Mais en général, cette population, c'est un peu lente à lâcher des choses nouvelles. Je veux pas dire quelque chose de négatif, mais peut-être un peu sceptique, juste de bien. Le marché français va être plus lent aussi, peut-être des fois à adopter quelque chose. Ouais, aux États-Unis, on est preneur, quoi. Ouais. S'il y a quelque chose de nouveau, c'est peut-être aussi parce que la craft est arrivée en France beaucoup plus vite qu'elle ne l'est arrivée aux États-Unis. La clientèle, c'est moins pas encore aussi adapté qu'elle l'est aux États-Unis. Il y a peut-être ça aussi. Et peut-être aussi pour répondre à la deuxième partie de ta question, moi je pense que la craft française aujourd'hui n'a vraiment pas à rougir de la craft américaine. Je pense qu'on peut trouver des NEPA françaises qui sont tout aussi bonnes que des NEPA américaines. Oui. Après, je pense que tu peux même trouver des super lagers, des saisons, enfin tout ça, on a des styles. Il y a encore beaucoup de brasseries qui sont lentes à monter en qualité, à faire les investissements nécessaires pour arriver à la qualité à laquelle les crafteux recherchent. Mais je sais pas, t'as eu Popin dans ton émission, il a vraiment pas à rougir et il est présent sur la scène européenne, nationale, Fauve, pareil, même Max, pour citer que lui, il fait des bières d'un point de vue qualitatif. C'est sans défaut, c'est droit, c'est juste, c'est fantastique, quoi. Bien sûr. Et donc moi je pense que avec l'arrivée des
des brasseries qu'on voit depuis les 12-18 derniers mois. Ces brasseries-là arrivent en isobar. Ces brasseries-là vont pas découvrir le hop creep, hein, comme nous on l'a découvert récemment. Parce que 2018, hop creep, tant que les houblonniers ont pas changé leur température de séchage de houblon, il y avait pas d'hop creep, quoi. Alors on a gagné en aromatique, mais bon, il a fallu pivoter d'un point de vue process. Mais c'est pas grave, on y arrive. Et donc je pense qu'aujourd'hui, avec les outils qui sont en place, la qualité moyenne des crafts qui vont sortir va monter de façon assez impressionnante. Enfin, je vais juste diverger un petit peu sur une question, mais du coup ça m'inspire un truc. J'ai vu qu'il y a une brasserie américaine, Outer Range, qui arrive en France, qui monte une brasserie en France près des Alpes, et qui, de ce que j'ai compris, arrive en France avec le même outil qu'ils ont aux États-Unis et qui veulent réadapter les mêmes process pour faire les mêmes bières. Est-ce que toi, ça t'inspire quelque chose? C'est quelque chose qui te semble... On a réfléchi avec Katie de le faire, mais de l'autre côté. Notre fournisseur de salle de brassage est en Caroline du Nord. Et avec Katie, on s'est souvent dit qu'on voulait créer un pont entre les deux. Et comme ça, c'est pas exactement un export. Ouais, c'est la même bière, mais c'est brassé sur place. On pense que l'idée est bonne. Je pense que l'idée est bonne. On s'est penché dessus. Aujourd'hui, notre vie est trop difficile en France d'un point de vue logistique, d'un point de vue le temps qu'on passe à la brasserie avec Katie. Les enfants ont 7 et 9 ans, donc ça demande quand même d'être présent tout le temps. Et heureusement, parce que c'est un super équilibre, mais on a réfléchi à faire ça nous aussi de l'autre côté. Je pense que c'est ce genre d'initiatives aussi qui vont aider à tirer le marché français de la craft vers le haut. C'est des process qui vont pas forcément révolutionner le monde de la craft, mais c'est un souci du détail qui vont amener de la rigueur, qui vont amener des choses qui manquent pas partout, mais des fois qui peuvent faire défaut, qui vont renforcer un petit peu la culture craft bière française. Et moi, je vois ça comme un bon œil. Ça veut dire que eux aussi se rendent compte que ils ont quelque chose à amener sur le marché et des choses intéressantes. Donc oui. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais, parfaitement. Ok. Parfaitement. Je reprends mon fil conducteur. Allez. On approche de mes dernières questions. Ça va plus durer longtemps, le supplice. Pas de problème. Non, au contraire. Fait durer plaisir. On reprend le nom de la brasserie, Artisan Ale. Il y a Ale dedans, il y a aussi Art. Voilà. Oui. On va passer un peu plus sur la partie imagerie visuelle de la brasserie, création, étiquette, ainsi de suite. C'est mon parti. Voilà, justement. Comment ça se passe? Comment ont été définis, créés les visuels, les designs des étiquettes, et d'autant plus que maintenant qu'il y a des gammes éphémères, comment on va chercher toujours des nouveaux designs et s'adapter en fait à un marché qui, mine de rien, s'intéresse aussi beaucoup à l'aspect visuel d'une bouteille ou d'une canette, qui a un impact dans l'acte d'achat. Oui. Bon, bien sûr que je suis inspirée des États-Unis parce que là-bas il y a beaucoup de bières et beaucoup des étiquettes. Et j'ai remarqué que les étiquettes aux États-Unis sont comme un petit œuvre de l'art à eux-mêmes. Et je voulais faire la même chose ici. Pour le gamme permanent, tous les étiquettes ils ont le même thème. C'est pas la même couleur, mais plutôt il y a des variations avec des lignes, des formes, mais ils sont plutôt dans la même thème. Comme ça, ils sont faciles d'être reconnus. Et les couleurs sont vivides. Oui, vivides. En fait, et il y a un relief sur le papier. On a passé pas mal de temps de rechercher le papier, le relief, pour faire de textures, des choses qui donnent envie aux clients de porter et enfin de garder. Comme je suis graphiste à la base, j'ai passé beaucoup de temps de bien réfléchir et de faire quelque chose unique, intéressant, qui intrigue des gens. Oui, des gens.
Pour les gammes éphémères, c'est un petit peu plus amusant parce que ça peut changer vite. J'essaie de rester avec une thème avec chaque sortie de bière. Pour le primaire, on a fait deux. Deux sorties, ouais. Oui. Alors, le primaire, c'était plutôt avec le thème pop art. Alors, c'était vers Liechtenstein, un artiste qui a un style qui est plutôt comme des dessins animés. Bande dessinée. Bande dessinée. I always mix those up. J'ai toujours fait des fautes avec ça. Avec tous les petits points et les couleurs très vivants. Et on a fait un relief sur les étiquettes pour les canettes aussi. Ils ont un peu texturisé. Une texture un peu granuleuse. Oui. Comme ça glisse pas. C'est pratique. Mais aussi, ça donne envie, ça donne un esprit de qualité aussi. Sur les canettes noires, qui sont un bon fondre pour tout ce qu'on peut imaginer. Et le deuxième thème, c'était Andy Warhol. Alors, je sais pas exactement, peut-être c'est mauvais de dire parce qu'on va sortir les canettes bientôt encore, mais j'ai pas encore décidé pour le thème de troisième série. Ouais, mais je voulais bien pour des étiquettes de reste amusants, rigolos, vraiment uniques. Et j'ai fait beaucoup d'expériences avant de faire chaque étiquette. Je fais beaucoup de recherches. Et alors déjà deux choses. Katie est une artiste, par entière, artiste céramiste, photographe. Elle a fait des écoles d'art. Très très jeune, elle a un concours interscolaire. Son dessin a été sélectionné comme le meilleur, qu'il l'a envoyé aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Donc une artiste dans l'âme, dans l'ADN, dans tout ça. Et elle a aussi donc été designer graphique, travaillé pour des grands groupes aux États-Unis. Et en fait, avec Katie, comme dans le nom artisanal, le côté artistique est très très important. Toi, c'est Katie qui a fait le logo, c'est Katie qui a trouvé le nom. Et ce qu'on voulait, on sait que les bouteilles sur étagère peuvent pas forcément se différencier. Et ce qu'on s'était dit avec Katie, le challenge qu'on s'est donné, c'était de faire des étiquettes assez visuelles qui intriguent les gens, qui leur donnent envie de prendre la bouteille dans la main. Et une fois qu'ils l'ont dans la main, il fallait travailler l'étiquette, et on a un super partenaire pour ça qui est Otajon, de manière à ce que on soit pas sur du plastique, soit sur du papier, coûte un peu plus cher, et surtout un vernis relief, de manière à ce que quand il est dans la main, ils aient envie de la mettre dans leur panier ou de l'emporter avec eux plutôt que de la remettre sur étagère. Et je trouve que Katie a fait un super travail, mais la responsabilité, je trouve que la responsabilité après retombe un peu sur mes épaules parce que une fois qu'ils l'ont, c'est maintenant le contenu, quoi, maintenant qu'ils vont juger, quoi. Et idéalement, si le contenu est bon et si ça leur plaît, ils vont y revenir. Et donc, c'était un petit peu cette gymnastique d'esprit qu'on s'est donnée pour passer d'un point de vue visuel, tactuel, gustatif, pour après faire un produit récurrent dans leur consommation. Donc voilà, donc c'est un petit peu Tu expliques mieux que moi. Ah non. Voilà, donc c'est ça. Et puis donc comme dit Katie, une série permanente qui est visuellement cohésive, et après un petit peu le fun sur les éphémères. Je rebondis sur ce que tu disais. Donc une fois que le client avait mis la bouteille dans le panier, il fallait que le jus à l'intérieur soit au niveau de l'étiquette. En début d'épisode, on avait évoqué le fait que il y avait sur le site la mise en avant de TripAdvisor pour récolter les avis, notamment de clients internationaux. Est-ce que tu as un peu dans le même esprit de retour des clients, tu suis un peu les retours sur Untappd? Qu'est-ce que tu penses de la plateforme? Non, pas du tout. Non. On regarde pas, on sait pas. Alors on est un petit peu polarisé avec cet outil. Je pense que c'est difficile à expliquer un peu les sentiments qu'on peut avoir. Alors déjà, je pense que on est très touchant, très souvent. C'est une plateforme en fait, comme beaucoup ont dit dans ton podcast avant, qui est un KPI en fait. C'est un indicateur.
qu'on peut utiliser pour voir, pas forcément si le produit est bon et droit, mais s'il a apprécié des clients. Parce que tu peux faire une bière qui va être sans défaut, qui va être droite, mais si l'aromatique est pas là, si les buveurs on tap cliquent pas, eh ben c'est dommage. Untap est une plateforme qui a, à notre avis, un pouvoir assez important pour des brasseries de notre taille. Oui. Parce que, tu vois, des fois, il y a quelques années, on nous a dit, ouais, mais vous n'êtes pas encore assez visible sur Untap, ou votre score Untap, ou des distributeurs nous ont dit, oui, mais non. Et donc, oui, mais non. Donc Untap, en fait, peut jouer en fonction de la stratégie commerciale des brasseries un rôle plus ou moins important. On regarde, et j'ai peur de le dire, j'ai honte de le dire quotidiennement Untap, les amis. How do we say momentarily? Momentanément. Momentanément. Mais c'est plus dans un souci de validation, de réconfort, plutôt que de prendre des décisions stratégiques sur ce qu'on va faire ou ce qu'on va pas faire. Donc voilà, donc oui. Donc, il y a beaucoup de, je veux pas dire beaucoup, il y a plusieurs soucis qui peuvent arriver qui sont un peu problématiques. De temps en temps, des gens trouver un bière qui était mis quelque part, qui est plus âgé et qui doit être boit vite. Et c'est un peu dommage de voir ça. Il y a certains commentaires qui sont... il y a des gens qui donnent des mauvaises notes parce que ils aiment pas cette style de bière. C'est dommage, et c'est un peu dommage parce que on comprend que tu n'aimes pas, mais c'est pas parce que c'était pas bien fait, c'était parce que c'était pas tu à ton n'aimes goût, pas. ouais. Et c'est vrai que ça, c'est un peu dommage et frustrant. Oui, un peu frustrant, ça c'est le bon mot. Mais bon, voilà, ça fait partie. C'est pareil pour les autres brasseries. On est tous dans. Oui, et on est très remerciés pour tous les gens qui donnent les bons commentaires, qui sont très chaleureux. Oui, parce que en fait, moi, ce que j'aime bien souvent, c'est l'échange qu'on peut avoir. Tu vois, on a une opportunité de poser des questions-réponses. Déjà, moi, ce que je trouve super sympa, c'est quand les gens donnent une description de la note, de pourquoi, de comment. Et quand certains disent, bah voilà, moi, j'ai pas aimé pour X, Y raison, eh ben, on peut quand même répondre. Alors, ça peut pas changer la note, mais c'est pas grave. Mais au moins, c'est l'échange qu'on peut avoir pour dire, ah ouais, mais attends, mais en fait, nous, ce qu'on voulait faire avec cette bière, et désolé si c'était pas clair, c'était X, Y, Z. Et je comprends que ça te plaise pas, mais voilà. Et par rapport à ce qu'on dit, tu vois, eh ben, ils disent, ah ok, ouais, je comprends bien. Tu vois. Donc, c'est quand même, alors nous, notre bière est principalement bu dans la région, 90%. Donc c'est un échange qu'on peut fréquemment avoir avec lors de TTO ou au bar ici, au Brewpub ici, pour expliquer un petit peu, tu vois. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand c'est acheté chez un caviste, eh ben on a quand même un moyen de toucher le consommateur indirectement et de pouvoir un petit peu expliquer. Et moi ça, je pense que c'est un bon outil pour ça. Mais comme dit Kétis, il y a des chasseurs de badges. Ah oui. Et il y a des gars qui, bah voilà, moi j'ai jamais eu le badge Crimel, je vais prendre celle-là, mais j'aime pas les lagers ou j'aime pas les bières, voilà. Voilà, mais c'est un peu la même chose avec les réseaux sociaux, même avec Instagram ou TikTok, avec les gens qui décidaient, ils ont des buveurs de bière qui sont experts, qui voulaient commencer leur Instagram, ils ont donné des commentaires, mais ils ont comprennent pas le style, ils ont sait pas exactement ce qu'on. Oui, c'est vrai que des fois t'as des blogueurs qui ont quelques followers et qui disent je connais pas du tout ce style, mais j'aime pas ou j'aime pas, et tu dis bah. C'est quelque chose que j'ai rapidement arrêté de donner mon avis sur la bière, de plutôt partir sur une description. Oui. Et de dire ce que je ressens, plutôt que de dire ce que je pense. Oui. Parce qu'au final, dire cette bière, elle a des arômes de machin, de trucs, bah, c'est factuel. C'est exactement. Voilà. Et dire, ça m'a pas plu parce que machin. Ça reste un goût personnel, mais c'est pas représentatif de ce qu'est la bière en soi. Exactement. Et la réflexion qu'on a pu avoir nous en amont. Enfin, nous, il y a certaines bières qu'on assemble à la micro-pipette, quoi, tu vois. Il y a des choses qu'on fait
Tu vois, par exemple, la bière Tonka Vanille, on n'a pas mis 2 litres de ça, 2 litres de teinture du truc. Non, c'est réfléchi. On fait des focus group à la brasserie. Sur certaines bières, on a une sertisseuse de canette, on va au fermenteur, on remplit la canette, on assemble, on fait goûter, on réfléchit, on n'est pas Steve Jobs, quoi. On peut pas faire un téléphone et tout le monde va se l'arracher. Ouais, bien sûr. On n'est pas dans cette approche. Et même quand on a lancé la brasserie, le fait d'être parti sur une Cremail, on avait fait 3 focus group, on avait fait 4 batchs de recherche et développement à l'époque pour essayer de comprendre, parce qu'on était complètement décalés, nous des États-Unis, on arrive en France, un marché différent, une dynamisme différente, des papilles gustatives différents. On sait que sans être trop marketing et sales, le consommateur français, c'est le buveur français, c'est l'un des buveurs les plus pointus que tu peux avoir. En France, tu peux manger plus d'un fromage par jour dans l'année sans jamais manger 2 fois le même. T'as des vins, tu vois, le consommateur américain moyen en vin voit le vin en couleur, tu vois. Et ici, non, ici, t'as le cépage, t'as les machins, et le consommateur français est gustativement prêt à accepter les nuances, tu vois. Mais pourtant, encore beaucoup aujourd'hui voient la bière en couleur. Et c'est un petit peu un travail de fond qu'on a besoin de faire. Et c'est pour ça que nous, on avait fait 3 focus group et le dernier, on l'avait fait dans les jardins du château royal d'Amboise. C'était magnifique, idyllique. Évidemment, la bière était bonne parce que le cadre était magnifique, tu vois. mais en fait, il y a un petit peu cette complexité que le consommateur, que le buveur français peut avoir et qu'on pense qu'il est éducable, quoi, tu vois, il est et pas dans le sens péjoratif éducable, tu vois, dans le sens. Non, mais c'est un bon terreau, quoi. C'est ça, exactement. Il y a beaucoup de potentiel pour apprendre la différence entre une ale, une lager, une milk stout, Mais quand tu vois toute la connaissance de base qu'ont les Français, comme tu disais, sur le vin, tu dis que c'est complètement applicable aussi sur autre chose comme la bière. Oui, exactement. Mais donc, tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai remarqué quand on a déménagé en France et on a démarré cette activité, on a parlé avec quelques bars, brasseurs à Paris et on avait reçu pas mal de, pas criticisme, mais ils ont été un peu sceptiques parce que toi, tu as un esprit vendeur, comme il était vendeur aux États-Unis. Il a dit, bien sûr qu'il y a des bières que je voulais faire et c'est mon entreprise et je vais faire des bières que j'aime bien, mais je vais aussi faire quelque chose qui va réussir. Alors, il faut que je parle avec les gens, il faut que je bien comprenne qu'est-ce qu'il y a sur cette marché, les envies, tout ça. Mais c'est intéressant parce que ça, t'as pas encore expliqué que ce que tu fais des bières, les brassons à façon aussi. Et en fait, c'est quelque chose que tu aimes bien en bière. C'est pas plutôt que tu fais le bière ce que tu aimes bien de boire, c'est plutôt que tu aimes bien le challenge de trouver une réponse d'une question. Oui. On a pas mal de partenaires qui viennent nous voir et qui nous demandent une bière à leur image. Et dans la partie innovation dont on parlait tout à l'heure, moi, ce que je trouve fantastique, c'est de m'asseoir avec quelqu'un et d'essayer de lui faire articuler ce qu'il recherche dans une bière. Et essayer de lui brasser. Ouais, tu vois, pas par juste exemple, dire, bon, bah, tu veux une bière, bah, je te propose ma Cremail, on change l'étiquette. C'est ça. Et tu vois, par exemple, il y a un établissement sur Blois, qui est le Food & Brew. Ils avaient une vision qui était super différente de ce qu'ils voulaient sur leur premier bec. Et en fait, après pas mal d'échanges et de brassins en recherche et développement, un jour, on leur a amené une bière, on leur a fait goûter, et là, ils ont ouvert des yeux, mais immenses. Et ils ont dit, c'est exactement ça, mais c'est quoi? Comment vous avez fait? Et en fait, c'est une bière dans laquelle on a fait infuser du poivre de Kororima, qui s'appelle la graine du paradis, qui est super aromatique, qui amène pas poivré comme du poivre vert ou du poivre noir qui va te brûler, mais une longueur aromatique qui est juste sensationnelle. Et voilà. Et en fait, tu vois, le jour où moi j'ai vu un petit peu leur visage s'illuminer, on s'est dit bingo, quoi, tu vois, c'est ça. Et c'est un petit peu ce qu'on apprécie dans le challenge, c'est de arriver à répondre en fait à ce que les gens attendent et quand ils viennent avec un cahier des charges, avec une vision et nous avec les connaissances qu'on a, d'essayer d'être dans le mille, quoi, tu vois. Donc ça c'est
c'est plutôt super intéressant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on apprécie. Voilà. Moi, je fais un peu le tour de mes questions. Maintenant, je sais pas si toi, il y a des choses que tu voulais absolument évoquer à côté desquelles je suis passé. Non, je pense qu'on a fait le tour aussi. Nous, en fait, c'était une opportunité de nous présenter parce que c'est vrai que on est. Merci beaucoup. on est un petit peu reconnu nous sur notre région, mais c'est vrai que tu vois quand on fait, on était au Poitou Beer Festival le week-end dernier, Poitiers c'est à 1h30 quoi, tu vois. Et des gens qui viennent goûter les produits et qui goûtent la wallpaper, pareil, ils sont époustouflés, ils disent c'est fantastique, mais comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de vous? Parce qu'on a une politique de développement qui est locale, donc à peu près 45 minutes autour de nous. Et voilà, et si les gens sont intéressés de venir goûter nos produits ou de nous rencontrer ou d'échanger, moi j'ai appris de beaucoup de brasseurs et on continue d'apprendre au quotidien sur pas mal de choses grâce à des podcasts, des magazines, et voilà. Et si on peut renvoyer l'ascenseur à d'autres qui se lancent ou qui vont se lancer ou qui veulent se lancer ou qui sont dans la réflexion, ben voilà, contactez-nous, on est ouvert et venez boire des bières avec nous ici. On peut parler bière pendant des heures et profiter de la belle ville d'Amboise pour s'amuser. Oui. Voilà. Et alors, dernière question pour clôturer. Comme tu le disais, vous êtes surtout distribué autour de la brasserie, autour d'Amboise. Pour des auditeurs qui ont envie de découvrir des bières de chez vous, est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, est-ce qu'il y a quand même des distributions, on va dire, sur, je sais pas, en e-commerce, sur le... Alors, on a récemment, la semaine dernière, livré notre première commande à BAF, le distributeur BAF, qui est donc à Poitiers. Et qui a aussi son site e-commerce. Son site e-commerce, voilà. Et donc, il a toutes nos canettes. Donc, si un consommateur ou un client aimerait goûter quelque chose d'éphémère et potentiellement bientôt de permanent, il peut aller sur le site de BAF et trouver nos produits. Et si des bars nous écoutent et sont intéressés de goûter les produits, donc si on peut aussi nous mettre en relation avec un client aimerait goûter quelque chose d'éphémère, de produits au travers potentiellement bientôt de permanent. Et si c'est quelqu'un qui est en local, donc dans le département 37, 36, 41, 45, 18, il y a notre distributeur qui est Sean Distribution, qui est donc présent sur ces secteurs-là, qui fait nos bières éphémères, permanentes, en fût, et qui peut livrer qui que ce soit, quoi. Ok. Voilà. Bon, super. Et ben, moi je pense que j'ai fait le tour. Merci beaucoup Matt. Merci à toi. Merci. C'était super. On a fait un bel épisode. Merci. Et ben je vous dis à tous mes auditeurs à la prochaine pour un nouvel épisode. Et encore merci pour l'accueil. Merci.